À la une de l'actualité, les dirigeants du Tigré ont 112 heures pour déposer les armes. Le Premier ministre menace de lancer un assaut impitoyable si l'ultimatum n'est pas respecté. Présidentielle de mars 2021 au Congo-Brazzaville, l'opposant Mathias Nzon a officiellement déclaré sa candidature. Et puis la Libye sombrée dans le chaos depuis la mort de Muammar Kadhafi. Son cousin Ahmed Kadhaf Al-Dam cultive sa mémoire et réclame justice. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. En Éthiopie, le Premier ministre menace les dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire. Abiy Ahmed a donné dimanche un ultimatum de 112 heures pour qu'il dépose les armes, faute de quoi il lancera un assaut impitoyable. Les précisions. Le gouvernement de Abiy Ahmed a demandé aux dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré, qui dirige la région, de se rendre dans les 72 heures. Selon un communiqué, la destruction du TPLF touche à sa fin. L'armée éthiopienne avait auparavant prévenu de l'imminence d'une attaque contre Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement local, que le pouvoir fédéral cherche à déloger, appelant les civils à fuir tant qu'il est encore temps. La prochaine bataille décisive est d'encercler Mekele avec des chars, a déclaré à des médias gouvernementaux un porte-parole de l'armée. Samedi, le gouvernement avait affirmé que l'armée avançait vers Mekele et avait pris le contrôle de plusieurs villes dont Aksum et Adigrat à quelques 117 km au nord de la capitale régionale. Le chef du TPLF avait répondu dimanche en promettant de livrer des combats acharnés pour freiner l'avancée de l'armée éthiopienne. Le TPLF a assuré samedi que des civils avaient été tués lors d'un intense bombardement d'Adigrat par l'armée éthiopienne. Le gouvernement affirme que l'opération militaire ne cible pas les civils. Aucun bilan précis des combats qui ont fait au moins des centaines de morts depuis le 4 novembre n'est disponible de sources indépendantes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide à la population prise au piège des combats. Près de 10 ans après la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, Ahmed Kadhaf Al-Dam, son cousin, cultive la mémoire et le verbe de celui dont la mort a sombré la Libye dans le chaos. La Libye était un havre de paix, estime celui qui fut le conseil de Muammar Kadhafi. À 68 ans, le cousin du guide libyen impute à l'Occident, notamment l'ex-président français Nicolas Sarkozy et l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, la responsabilité de 10 ans de famine, pauvreté et destruction. Une référence à l'intervention militaire menée par Paris, Washington et Londres sous l'ombrelle de l'OTAN en mars 2011, alors que le régime promettait de faire couler toujours plus de sang à Benghazi, fief de la rébellion. La révolution de 2011 n'a jamais existé, selon Ahmed Kadhaf Al-Dam. Ce qui se passe depuis 10 ans, avec les destructions, les déplacements, les meurtres, le pillage de richesses, l'instabilité, le terrorisme et l'immigration clandestine, montre clairement que ce qui s'est passé n'est ni une révolution, ni un printemps. Il n'y a pas eu de révolution, mais une attaque de l'OTAN sur la Libye pour tuer Muammar Kadhafi pour des raisons bien connues, parmi lesquelles son rôle en Afrique. Cette agression injustifiée contre la Libye a conduit à cette catastrophe. Nous appelons le président français à ouvrir une enquête sur les crimes de l'ancien président Nicolas Sarkozy en Libye et non à enquêter sur le fait qu'il ait accepté de l'argent de la Libye pour sa campagne électorale. Là n'est pas le crime. Depuis la mort de Muammar Kadhafi, la Libye a sombré dans un chaos politique et sécuritaire que l'ONU et la communauté internationale ne parviennent pas jusque-là à résoudre. Ce journal se poursuit en Côte d'Ivoire. Le parti du président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé lors d'un scrutin marqué par des violences pré- et post-électorales, ayant fait 85 morts, a monté le ton ce dimanche, et ce après la suspension du dialogue par l'opposition.
Depuis la rencontre du 11 novembre dernier entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le chef de l'opposition réuni Henri Konan Bédié, les deux camps sont restés relativement silencieux. Ce vendredi, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, a annoncé officiellement suspendre ce dialogue tant que les cadres de l'opposition toujours en prison n'étaient pas libérés. Entre autres, Maurice Guy Kakoué, vice-président du PDCI, mais aussi Pascal Affi-N'Guessan, président du FP illégal, toujours derrière les barreaux. Depuis la rencontre du 11 novembre entre Ouattara et Bédié, les demandes de libération préalable non négociables, selon l'opposition, sont restées lettres mortes. Mais le président du PDCI se veut confiant. Je pense bien, dit-il, que dans quelques jours, ces différentes libérations seront faites pour que nous puissions reprendre le dialogue. Autre demande des opposants, l'organisation d'un grand dialogue inclusif avec tous les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Charles Blé Goudé. Après la suspension des négociations, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, a invité l'opposition à cesser de ruser avec la paix, car dans cette crise, rien ne peut s'obtenir par la violence ou par la force. La situation sociopolitique qui prévaut convoque tous les acteurs politiques au tribunal de la responsabilité et exige de tous de la retenue, a estimé le ministre de l'Agriculture, Kobena Adjoumani. Également porte-parole du RHDP, il a accusé l'ex-président Henri Konan Bédié d'un chantage odieux. Selon un bilan officiel, les violences politiques et entre communautés liées à l'élection présidentielle du 31 octobre ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis le mois d'août. Les Burkinabés ont voté ce dimanche pour élire leur président et leurs députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Les résultats, dont la compilation a débuté ce dimanche soir, sont attendus pour les jours à venir. Près de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes au Burkina Faso pour un double scrutin législatif et présidentiel. Malgré un contexte sécuritaire tendu, le vote s'est déroulé dans le calme. Désormais, le pays est dans l'attente des résultats alors que le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux. En raison de l'insécurité, entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter ce dimanche. Élu en 2015, le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, fait figure de favori. Il est opposé à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Eddy Komboïgo, candidat du parti de l'ex-président. Blaise Compaoré, dont le régime, tombé il y a 6 ans, fait objet d'une nostalgie croissante. Considérés comme les deux outsiders les plus sérieux, Diabré et Komboïgo, ainsi que 4 autres candidats, ont fait monter la pression samedi en affirmant qu'une fraude massive était en préparation. Les opposants ont annoncé qu'ils s'uniraient derrière celui arrivé en tête pour le second tour, un cas de figure qui n'est encore jamais arrivé au Burkina Faso. Dans les zones touchées par les exactions djihadistes, les autorités ont affirmé que des forces de sécurité avaient été déployées pour sécuriser le scrutin, mais aucun chiffre ou détail n'a été donné. Je le disais en titre, au Congo-Brazzaville, l'opposant Mathias Nzon est devenu ce samedi le premier candidat à se porter officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue en mars 2021. Ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Nzon se présente pour, dit-il, l'intérêt supérieur de la nation en danger. Après avoir boycotté la présidentielle très contestée de 2016, remportée par son ancien mentor, Denis Sassou Nguesso, l'ancien ministre des Finances, Mathias Dezone, sera candidat au scrutin prévu en mars 2021 pour, dit-il, l'intérêt supérieur de la nation en danger. Investir par son parti, l'Alliance pour la République et la démocratie, ARD, Mathias Dezone devrait défier le président sortant, Denis Sassou Nguesso. Dans un discours entrecoupé par les acclamations de ses militants, l'ancien ministre a évoqué l'intérêt supérieur de la patrie en danger devant les journalistes. L'économie, dit-il, est mal gérée, les finances publiques sont mal gérées, les relations avec les créanciers sont mal gérées. Rien ne va, m'a-t-elle Mathias Dezone. Il a demandé de redéfinir le fichier électoral avant les élections, dont la date exacte n'est pas encore connue, ainsi qu'une commission électorale indépendante. Il faut refaire la loi électorale. L'actuelle est inique, m'a-t-elle-t-il.
Pays pétrolier, le Congo devrait subir une violente récession en 2020. Lourdement endetté, Brazzaville a signé en juillet 2019 un accord avec le Fonds monétaire international FMI. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, ne s'est pas encore officiellement porté candidat, mais a été investi par son parti dès décembre 2019. Le Soudan à présent, la formation du Conseil législatif, pièce essentielle de l'accord de transition signé en août 2019 par les militaires et le mouvement de contestation a été reporté à la fin de l'année. L'annonce de ce report a été faite par la principale composante de cette future assemblée. Cette instance qui a pour tâche d'établir les lois jusqu'aux élections générales prévues en 2022 et doit compter 40% de femmes devaient au départ être mises sur pied dans les 3 mois suivant l'accord. Mais l'accord de paix signé le 3 octobre avec les rebelles et les divergences au sein des formations ayant mené la contestation ont conduit à repousser la date. Selon l'accord de transition, 67% des sièges doivent revenir aux forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la révolution ayant provoqué la chute de l'autocrate Omar El-Béchir en avril 2019, tandis que le reste doit aller aux autres partis. Les FLC ont affirmé dans un communiqué chercher un consensus national. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.